On est ravis de vous retrouver parce qu'on était quelques-uns à être présents dans cette même salle un peu plus tôt ce matin sur une discussion autour de l'achat public. On va aborder cet après-midi l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Deux sujets d'actualité, éminemment d'actualité, deux sujets complexes et qui méritent beaucoup de réflexion et de recherche de solutions. Alors, on a une table qui est très grande, très large, avec 5 grandes personnalités. On va essayer de tenir dans le temps qui nous est réservé pour qu'à la fois on puisse argumenter sur le sujet et puis aussi peut-être se réserver un temps d'échange, de questions-réponses. Voilà. Je présente rapidement les 5 personnes qui sont aujourd'hui donc invitées à cette table ronde. Donc Elisabeth Huck, qui est donc, représente une collectivité qui s'appelle Trifil. Voilà, tu reviendras tout à l'heure dessus. Eliana Géard, qui représente Accenture. Jamel Sedak. Kader Sedak, c'est une blague entre nous, je me suis trompé il y a 2 minutes. Kader Sedak, excuse-moi, qui représente donc Orange Cyberdéfense. Hakim Oural, ex-président d'Open Data France, qui a répondu à plusieurs missions interministérielles sur le numérique, qui est un lieutenant-colonel de réserve pour la Direction générale du numérique, qui racontera un peu tout cela tout à l'heure. Et puis Marc Stuhlmann, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, puisque le grand Marc Stuhlmann, conseiller régional, président de Cyberoc, qui est l'agence régionale de cybersécurité. Voilà. Peut-être, on s'est dit qu'au tout début, il serait bien de dire un petit mot sur l'intelligence artificielle et de donner une petite définition pour qu'on parle tous à peu près le même langage. On a proposé à Eliana de dire ce que c'était l'IA. Je t'en prie. Donc, l'IA, ce n'est pas du nouveau. On vit l'époque de l'intelligence artificielle générative, mais avant ça, il y avait l'intelligence artificielle prédictive et descriptive. Il y a pas mal de terminologies autour de l'intelligence artificielle qu'on entend pas mal, qui sont LLM, Large Language Model, qui sont aussi prompt, NLP, c'est Natural Language Processing. Donc ces terminologies-là, je vais essayer de les expliquer plus en détail. Donc en fait, l'intelligence artificielle, le cœur de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. La donnée, elle peut prévenir d'Internet, des articles, de Wikipédia, des données qu'on peut aussi intégrer à ces outils-là. Et en fait, après la donnée, il y a les fondamentaux, qui sont les fondations grâce à ce qu'on appelle des LLM, qui sont des modèles qui sont entraînés sur ces données-là pour pouvoir avoir des réponses à nos questions d'une façon spécifique. Et il y a la dernière couche qui est la couche applicative qu'on appelle prompt, qui permet d'interagir avec la partie LLM, qu'on peut poser nos questions pour pouvoir avoir les réponses qu'on souhaite. Donc on peut avoir plusieurs types d'IA. On peut avoir des formats texte, des formats d'images, aussi de génération de voix. Voilà globalement. Très bien, merci. Alors, c'est une journée qui a pour thème les territoires en transition. Donc, bien évidemment, on va se pencher davantage sur la question publique, et bien évidemment. Et j'ai une question pour Hakim Oural. Est-ce que l'IA, quels sont les bénéfices de l'IA pour les services publics ou pour le monde public en règle générale? Bon, elles sont les mêmes pour le secteur public que pour le secteur privé. C'est que ce que nous amène l'IA, c'est d'abord une automatisation. C'est son histoire première. L'automatisation depuis, effectivement, tu évoquais à l'instant les différentes vies de l'IA dans la technologie numérique, mais l'intelligence artificielle telle qu'on la pense, nous, dans nos sociétés, telle qu'elle influe dans l'organisation de nos sociétés, elle existe depuis très longtemps. Ça a commencé en 1800 avec le métier à tisser jacquard, où on a commencé à changer la place de l'homme par rapport au travail, par rapport à la gestion du faire. Et aujourd'hui, avec l'IA, aujourd'hui, dans le cadre des services publics, si c'est le sujet principal, ça permet de personnaliser. Aujourd'hui, le secteur public, quelle que soit la branche territoriale, la question de la centralisation par l'État ou je ne sais quoi, la problématique de la personnalisation, elle est fondamentale. Aujourd'hui, par l'IA, la personnalisation par rapport à un usager est importante. La deuxième chose, c'est évidemment l'automatisation de plein de tâches de base. Pour moi, c'est une chance, parce que certains s'inquiètent de ça, mais c'est une chance parce que ça permet, sur plein de tâches qui ne sont pas très agréables, de permettre à des agents publics de pouvoir découvrir d'autres choses, évoluer dans leur métier et devenir un peu plus experts dans l'intelligence émotionnelle. Là, Dieu merci, l'IA ne sait pas faire encore pour l'instant. Et la troisième chose, c'est dans tous les services que le secteur public permet, la mobilité, la santé, la question de la gestion de la voirie, la sécurité, l'éducation, la formation. Vous avez aujourd'hui une transformation, évidemment, des process et concrètement un changement de paradigme fort. Simplement, là-dessus, ça change plein de choses. Il y a plein d'opportunités. L'important, c'est la question de l'éthique qu'on évoquera après,
sur lesquels je trouve qu'on ne se penche pas assez, même s'il y a plein de gens qui pensent à l'éthique, il y a des trucs au niveau national. Par contre, la question de l'excitation technologique qu'on peut vivre aujourd'hui ne peut pas faire oublier que le paramétrage d'un algorithme est toujours lié à des biais. Et donc là, on a un grand sujet, notamment dans le secteur public. Merci Hakim. Elisabeth, une question pour vous. Comment on se confronte à l'IA dans une collectivité comme la vôtre ? Alors nous sommes une petite collectivité, Trifil, donc c'est un syndicat mixte qui est spécialisé qui a pour mission le traitement et la valorisation des déchets sur l'ensemble du Tarn. Donc nous, l'IA, on en est vraiment aux prémices. Bien, voilà, j'ai passé en revue tous nos outils. On a, au niveau de notre centre de tri, on a un robot en fait qui est basé sur l'IA, qui fait de la reconnaissance des déchets qui arrivent sur le tapis. Et avec un bras, automatiquement, il va récupérer les déchets et il va venir les trier dans les différents bacs. Donc en fait, il se substitue à l'homme là-dessus. Sauf que par rapport au service public, on va vite se heurter à la notion de travail et de côté un petit peu social en fait du travail. Donc on va avoir des limites à ce niveau-là. On n'aura jamais une automatisation complète. Il y a la place de l'homme aussi en termes de travail social. Donc déjà ça. Et puis ensuite, nous, on a l'IA au niveau un petit peu cyber sur la protection de notre messagerie avec Made in Black. Je ne ferai pas la pub, mais voilà. Et puis, on commence à utiliser l'IA pour nos campagnes de sensibilisation autour du geste de tri, puisque la com utilise l'IA pour fabriquer des images un peu accrochantes pour justement sensibiliser. Voilà. Et après, dans le futur, qu'est-ce qu'on a dans le scope ? On voudrait bien avoir notre logiciel de transport qui serait basé sur l'IA pour optimiser nos tournées. Et puis, on voudrait bien aussi aller sur le volet décisionnel, la data liée à l'IA, pour avoir, justement, être un petit peu avec de la prospective, quoi. Mais c'est vraiment les prémices. Merci. Alors, on est dans un cas d'usage, là, typiquement, où l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme. Mais est-ce qu'il y a des risques ? Justement, est-ce que l'intelligence artificielle amène des risques, ouvre une porte aux cyberattaques ? Oui, effectivement, comme on le disait, l'IA impacte tous les secteurs. Il impacte également le paysage de la cybersécurité. Et ça permet aux attaquants aussi, malheureusement, d'avoir un outil puissant entre leurs mains. Et donc, c'est ce que je vais appeler l'IA au service des attaquants. On va voir, je vais décliner ça en 3 points. Le premier, c'est que ça va induire une prolifération des attaques, puisque ça va réduire la barrière d'entrée pour les attaquants. C'est-à-dire comme ça permet à beaucoup de gens de devenir experts de quelque chose. Et ben là, des personnes non expertes vont pouvoir générer des scénarios grâce à des GPT maléfiques qu'on retrouve dans le dark web et générer des scénarios d'attaque avancés. Ça va permettre aussi de réduire la barrière de la langue et donc de permettre à des attaquants d'aller adresser, grâce au LLM, notamment au NLP, d'aller adresser des plaques géographiques qu'ils n'adressaient pas aujourd'hui. Ça, c'est le premier point au niveau des impacts. Le second, c'est que ça va aussi permettre d'avoir des attaques plus sophistiquées. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de phishing, ce n'est pas nouveau, mais l'IA va permettre à ces attaquants d'avoir des campagnes de phishing plus élaborées, plus sophistiquées, sans erreur de syntaxe, et donc plus difficilement détectables. Et enfin, le troisième point, je trouve que c'est un des plus importants parce que ça va générer de nouveaux types d'attaques. On le voit aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler les deepfakes, où on va utiliser la voix, la vidéo pour se substituer à quelqu'un, et malheureusement, une entreprise en a fait les frais en début d'année. C'était une multinationale à Hong Kong, pour ceux qui ont vu l'information, ou une entreprise où il y a une réunion Teams, donc ça peut arriver à tout le monde, où une personne de l'entreprise s'est fait extorquer 24 millions d'euros par des personnes de son entreprise qui étaient dans le Teams, mais la seule chose, c'est que ces personnes n'étaient pas réelles. Elles étaient générées par l'IA. Donc on le voit aujourd'hui, c'est plus un fantasme, c'est plus un mythe, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, il faut se méfier de ce nouveau type d'attaque. Merci, je me tourne vers Max Tullmann. On parle de l'IA qui génère des attaques, mais ça nécessite quand même une forme de riposte organisationnelle, structurelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que génère l'IA, il y a l'attaque, mais il y a aussi peut-être de l'humain qui permet de réintervenir dans le système pour préparer la riposte. Qu'est-ce qu'on peut en dire et plus globalement, comment on réagit par rapport à des attaques liées à l'IA ? Bien, de manière très très simple, l'IA en matière de cybersécurité, on n'est plus dans le gendarme et le voleur, on est dans les 1000 voleurs et le gendarme. Imaginez que vous jouiez à Mario Kart et que tous vos adversaires n'aient que des carapaces rouges et vous n'avez rien comme bonus. C'est à peu près ça, la question de l'IA et l'utilisation de l'IA en matière de cybersécurité. C'est plus un jeu, c'est une purge. Et face à ça, la question organisationnelle, c'est avant tout reprendre une vieille phrase qui est une phrase d'Andy Grove. Andy Grove, ça a été le patron d'Intel, qui avait écrit un bouquin dans les années 90 qui s'appelait « Seuls les paranoïaques survivent ».
C'est un très vieux bouquin, vous pouvez le trouver encore en poche. Et il faut être absolument paranoïaque. C'est-à-dire que déjà, pas de virement la veille d'un jour férié. Le prestataire, l'autre entreprise peut attendre 24 heures, 48 heures un virement, c'est pas grave. Parce que si on vous demande un virement la veille d'un jour férié, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce qu'on veut, c'est faire des virements vers des pays étrangers où c'est pas un jour férié pour récupérer l'argent. Être paranoïaque, c'est vérifier toujours les adresses mail. Trop souvent, on a des problématiques de fausses adresses mail ou d'utilisation de police où un G ressemble à un Q et donc on fait une fausse adresse mail. Et la paranoïa, c'est finalement ce qu'avant on appelait le bon sens. La réalité, c'est que la technologie, elle nous a un peu enterré le bon sens parce que la technologie, c'est quoi ? C'est une gigantesque machine à alimenter notre flemmardise. On ne retient plus un numéro de téléphone. Je parle aux plus jeunes d'entre vous ici présents. Combien de numéros de téléphone vous connaissez ? Voilà. Et les plus âgés, vous connaissez uniquement les numéros de téléphone que vous avez appris avant l'invention du téléphone portable. Donc à peu près ceux de vos parents et de vos grands-parents. Voilà. C'est ça. Et peut-être de Pizza Hut pour certains. Moi, c'est mon cas. Voilà. Mais blague à part, on ne retient plus du tout un chemin parce qu'on a un GPS. On ne retient plus du tout, même un air de musique, on a Shazam. Donc la technologie a été créée pour alimenter notre flemmardise et c'est très bien. Moi, je suis un utilisateur de la technologie. Mais par contre, avant, il y avait ce qu'on appelait le bon sens. Et le bon sens, c'était de ne pas ouvrir à n'importe qui, de vérifier qui y avait de l'autre côté de la porte, de ne pas parler aux étrangers. Et quand on allait faire un virement, on arrivait à la banque, on remplissait un truc papier, on donnait notre carte d'identité et à ce moment-là, on faisait le virement. Et aujourd'hui, la technologie, elle a supprimé ça. Et je pense que le véritable enjeu, au-delà de toutes les solutions technologiques, parce que, encore une fois, il y a 1000 voleurs pour un gendarme. C'est un combat que si on ne fait pas attention, on perd d'avance. Eh bien, la bonne solution, en tout cas la première des solutions, c'est de retrouver ce bon sens et d'être un peu paranoïaque. Très bien. Je me retourne à nouveau vers Elisabeth. Vous avez déjà subi des tentatives ou des attaques dans votre collectivité ? Alors on a eu effectivement, on va dire, une tentative, puisque l'attaque en fait s'est produite un vendredi soir, mais un peu trop tôt. Donc on était encore au bureau, et donc en fait on a vu l'attaque par brute force se produire en direct. On a encore des frissons, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, quand on l'a vécu, on a l'impression un petit peu d'avoir vécu une guerre. Et donc on s'est retrouvé à devoir bloquer ces attaques, en sachant qu'à ce moment-là, on savait très bien que notre politique de sécurisation des mots de passe, elle n'était pas exceptionnelle. Donc en fait, on voit l'attaque, et quand on transpose, on est vendredi soir, on sait très bien qu'on ne va pas tenir le week-end. Donc en fait, on a été obligé de tout couper. Donc on s'est complètement coupé du monde. Et là, en fait, on a eu pendant quelques heures un petit jeu du chat et de la souris, où chaque fois qu'ils essayaient des attaques, puisqu'en parallèle, en plus, ils essayaient vraiment de faire des scans de port permanents, donc on était attaqués sur plusieurs fronts. Et l'objectif, c'était de gagner du temps pour essayer d'organiser la continuité de l'activité, parce que couper comme ça d'une minute à l'autre, on n'est jamais préparé. Et donc, c'est la course contre la montre, et au final, on a tout coupé. Et on s'est retrouvé dans le noir complet par rapport à l'extérieur pendant une semaine. Parce qu'après, avant de réouvrir, il faut tout vérifier, il faut voir s'ils sont rentrés. Il faut faire toute cette analyse, en fait, avant de pouvoir réouvrir. Voilà. Donc oui, on l'a vécu. Et la suite de ça, c'est très simple. Le passage à 14 caractères, finalement, pour le mot de passe, il a posé problème, mais à personne. Voilà. En l'espace de quelques secondes, finalement, tous les freins étaient levés. Et moi, ce que je dirais, c'est que par rapport à l'IA, on a pu voir l'IA derrière, je pense, parce que finalement, les comptes qui étaient attaqués, ce n'étaient pas les comptes de n'importe qui, c'était les comptes de personnes qui étaient visibles sur le web. C'est des personnes qui sont énormément actives sur LinkedIn, qui sont dans des revues, qui sont qui font des reportages, qui participent à des reportages à la télé. Et je pense que ça, l'IA, elle y est pour beaucoup dans ce social engineering, justement. Et pareil pour tout ce qui est mot de passe, ils allaient très facilement trouver, parce que je pense que l'IA, elle est capable de refabriquer la vie de tout le monde. Et donc, le mot de passe qui contient le nom des enfants, etc., c'est très facilement qu'ils vont le trouver. Donc là-dessus, on a vraiment fait un gros travail, une grosse sensibilisation auprès de nos utilisateurs pour complètement essayer de contrecarrer, en fait, tous ces outils dont ils pourraient disposer et essayer non pas d'avoir une longueur d'avance, mais au moins de ne pas avoir un train de retard. Merci. Alors, je me tourne vers Orange Cyberdéfense et puis vers Accenture. D'abord, pour vous, Kader, comment on peut se prémunir ? Quelles sont les applications ? C'est votre cœur de métier, ça. Comment on arrive à prévenir une attaque ? Comment on se protège ? Alors, comment on se protège ? Ça, comme toute nouvelle menace, ça commence par des
des sujets de sensibilisation, on l'a dit, hein, donc quand il y a des nouvelles menaces, si on revient sur le focus de l'IA, c'est sensibiliser. Vous le disiez tout à l'heure, Marc le disait tout à l'heure, justement, effectivement, on manque de plus en plus de bon sens, mais en attendant que le bon sens revienne, il faut se protéger. Par exemple, sur le deepfake, ça va être aujourd'hui, c'est systématique, il faut le faire de manière systématique, c'est-à-dire vérifier. On est face à une visio ou un voicemail ou d'autres choses de ce type, de vérifier par des doubles authentifications que c'est bien la personne. Donc il faudra mettre des mécanismes en attendant effectivement de sensibiliser, de retrouver ces bons sens qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est aussi, comme tout projet, d'abord, avant de protéger, il faut analyser. Donc c'est les analyses de risque. La bonne nouvelle, si on revient sur le sujet de l'IA, c'est qu'il y a des normes aujourd'hui. Il y a des normes au niveau de l'analyse de risque dédiée à l'IA. Donc c'est une norme pour les sachants. Donc c'est la 23894 qui est un peu une dérivée de l'ISO de 27001. Donc l'analyse de risque, pour analyser les risques auxquels on est protégé. Et puis aussi, surtout, comme on le disait avant, moi je dis que l'IA, souvent, avant d'être un projet de modèle, c'est un projet de données. Et je dis souvent que, on dit souvent que les données sont l'oxygène de l'IA. Quand on a des bonnes données, on a un bon modèle. Et les données, il faut les protéger. Donc aujourd'hui, c'est surtout éviter l'exfiltration de données. Donc ça va être la sécurité des données, hein, sans inventer des choses. C'est de remettre en place ce qu'on appelle dans le jargon de la sécurité du DLP. Du DLP, c'est des mécanismes pour protéger contre la prévention et la protection des données. Ça va être aussi mettre en place, parce qu'in fine, une application IA, même si elle utilise des nouveaux modèles, des nouvelles techniques, ça reste une application qui va tourner sur des infrastructures, qu'elles soient on-premise ou dans le cloud. Donc il reste une sécurité, ce qu'on va appeler by design. Et mettre en place les principes que vous avez dû mettre aussi dans vos infrastructures et renforcer peut-être après votre attaque, et ça ne bouge pas, il le faut. Donc contrôle d'accès et appliquer ce qu'on appelle les architectures zéro trust, c'est-à-dire que par défaut aujourd'hui, avec des mondes hyper ouverts, hyper connectés, on ne fait confiance à personne. C'est le principe de base. Sur les applications, vous avez quelque chose à rajouter, Liana, notamment sur les bons usages? Sur les bons usages des applications, il faut commencer par définir la stratégie dans laquelle on va utiliser l'IA. Ça veut dire quel est le scope et le besoin pour utiliser l'IA dans le projet, et quel est les fins pour optimiser les processus, etc. Et par la suite, on rentre dans un cycle de projet traditionnel qui est de définir les technologies à utiliser, quels sont les systèmes et les données qui vont être utilisés, et par la suite faire le développement et le déploiement du système. Et il ne faut pas oublier une partie très importante, c'est la supervision des systèmes IA pour s'assurer qu'il n'y a pas des biais et qu'on a aussi toujours le résultat souhaité à travers ce système-là. Et je voudrais juste insister aussi sur la partie sensibilisation et formation des employés sur l'utilisation de l'IA d'une façon responsable pour que ça ne soit pas dérivé et qu'on soit utilisé pour des fins qui ne sont pas souhaitées. Je me tourne vers Marc avant de laisser la parole à Hakim. Ça se mord la queue en fait, l'IA. Est-ce que c'est parce que finalement on peut se faire attaquer par l'IA, mais ça peut aussi booster les choses et renforcer l'IA. Comment ça fonctionne tout ça? Comment ça peut être entendable? J'espère que vous avez 5 heures devant vous. Effectivement, il y a alors la figure mythologique du serpent qui se mord la queue, ça vous permettra de briller dans les dîners en ville, ça s'appelle un ouroboros pour ceux qui l'ignorent. Et en fait, effectivement, on est face à un ouroboros, à savoir que ce qui sert à attaquer peut aussi servir à défendre. Et il y a une compétition, et cette compétition-là, entre guillemets, on n'a pas le droit de se louper, d'autant plus qu'en matière de cybersécurité, c'est peut-être un des éléments qui ont fait la singularité, le retour sur investissement d'une activité de cybercriminel, c'est le plus rentable au monde. Avant, c'était les faux médicaments. Les faux médicaments et les fausses pièces d'avion, c'était un retour sur investissement de 30. Vous mettiez 1 euro, vous en récupériez 30. C'est colossal pour les plus jeunes d'entre nous qui ne sont pas familiarisés avec les chiffres, c'est colossal. La traite des êtres humains, c'est un retour sur investissement de 25. La cyber, c'est un retour sur investissement de 50. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une espèce de gigantesque battle royale où tous les groupes criminels, quelle que soit l'activité qu'ils faisaient avant, vont aller vers la chose la plus rentable et qui, en plus, entre nous, est la moins risquée. Vous êtes dans un pays étranger, vous faites des cyberattaques en France, vous risquez à peu près rien. Donc, face à ça, il va falloir se mobiliser collectivement pour augmenter le niveau de protection. Et là-dessus, l'IA peut être très utile. Et une IA, et ça a été dit, une IA qui soit raisonnée, qui soit intelligente et qui soit utilisée à des fins positives permet aussi de démultiplier les gendarmes. Mais à ce jeu-là, pour l'instant, il faut reconnaître que l'IA positive a peut-être un tout petit peu de retard
face à l'IA des délinquants. Merci. Aki, vous qui êtes tu peux me tutoyer. Oui, on va se tutoyer, c'est vrai. Comment passionné par la question numérique, on le sait, et par notamment les nombreux travaux que tu as pu rendre depuis des années. Moi, j'ai envie de te poser une question éthique quand même au milieu de tout ça, puisque finalement, c'est aussi le combat, et pour faire une petite parabole avec ce que vient de dire Marc, c'est un peu le combat des progressistes contre les archaïques, c'est-à-dire qu'on souhaite que le numérique avance, fasse avancer et la société, et les esprits, et l'intelligence, et en même temps, on rentre dans une zone de risque incontrôlable. Comment on aborde cette question-là d'éthique et comment on vit dans ce monde-là? Disons, on ne l'aborde plus. Marc l'a évoqué tout à l'heure d'ailleurs sur la question de la place de la donnée et le rôle de l'IA positif, comme tu l'appelles. On ne l'aborde plus de la même manière depuis 15 ans. Et en particulier, on ne l'aborde plus de la même manière depuis le Covid. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle, pendant le Covid, on se faisait des nœuds dans la tête en se disant les données de santé, comment on fait ? Est-ce que la donnée de santé, elle est aussi à mettre dans les mêmes stratégies territoriales du numérique qu'on peut avoir aujourd'hui ? Et donc, aujourd'hui, on a réglé ce problème, notamment Doctolib, je ne vous refais pas l'histoire. Et donc aujourd'hui, la question du numérique dans la vie quotidienne, à tous les niveaux de la vie quotidienne, elle est moins taboue qu'avant. Et donc l'IA, puisqu'elle se nourrit des données qu'on veut bien mettre à disposition dans l'espace web, elle aura cet impact de proximité dans notre vie quotidienne. Et donc ça demande à réguler au même titre qu'on régule d'autres choses de notre vie quotidienne. Donc d'abord, ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais je veux insister là-dessus. Il ne faut pas qu'on crée une rupture à l'arrivée de l'IA, une rupture sociale. On l'a vécu sur l'arrivée du numérique, la dématérialisation. Et ça, c'est fondamental, parce que l'IA, elle n'attendra pas le gestionnaire du dossier qui se rendra compte qu'il y a un non-recours au droit par un usager. L'IA, ça avance, ça génère du service, et si l'usager ne sait pas utiliser ce qui a été généré, c'est un vrai problème. D'ailleurs, la sensibilisation, la formation, évidemment, des agents publics, en l'occurrence, est fondamentale, et on voit d'ailleurs, et je pourrais critiquer, mais on n'a pas 5 heures, comme le disait Marc à l'instant, sur l'arrivée telle qu'elle a été faite d'Albert dans les services publics, qui pour moi, de la com, et malheureusement c'était une occasion intéressante d'amener l'IA au plus près des fonctionnaires. D'abord, et la solidarité. L'IA, ça va être un acte de solidarité. Ça veut dire que concrètement, dans la stratégie éthique de l'IA, et je ne reviens pas sur ton terme IA positive, il faut que l'IA soit un facteur de développement d'une meilleure cohésion. Ça veut dire que concrètement, on avance sur la question du numérique, de la confiance numérique, beaucoup plus forte. Ça passe par la sécurité informatique, sans aucun doute, mais de fait que le numérique soit un facteur d'une meilleure cohésion. Et donc l'IA peut intervenir sur ces sujets parce qu'elle va permettre de créer des meilleures interactions entre les individus, à créer des meilleurs projets, sans aucun doute adaptés à l'appétence des usagers, des citoyens du territoire. La question de la transparence aussi, qui est fondamentale. Vous avez dans la loi République numérique ce qu'on appelle l'ouverture des codes sources des algorithmes. Ça veut dire qu'on doit savoir ce qui est dans le moteur d'une IA qui va générer un service. Et pour éviter l'ensemble des biais, ça veut dire la recréation de discrimination. Je ne vous renvoie pas sur ce qui se passait sur les orientations à un moment donné. Et donc voilà, ça c'est absolument fondamental. Et ça doit renvoyer aux valeurs qui sont très archaïques, qui sont celles de la Révolution française. Et enfin, la question de la protection de la vie privée. Effectivement, c'est pas parce qu'on met plein de données dans l'IA pour générer un meilleur service, plus pertinent, plus personnalisé, qu'on ne doit pas se poser la question du respect de la vie privée. Et ça, c'est encore devant nous. Parce qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. L'IA va utiliser les données des réseaux sociaux, ça a été évoqué. L'IA va utiliser les données qui sont sur Wikipédia, qui sont la moitié foireuses. Et donc ça, on a un gros problème, parce qu'en fait, on a non seulement des problématiques de respect de la vie privée. On est moins conscient sur les réseaux sociaux, ce qui est assez surprenant, et tu l'as très bien dit, sur le bon sens, quand on met des données personnelles sur les réseaux sociaux, que ce qu'on accepte de voir d'informations sur les documents publics qui sont remplis. Et donc ça, il y a un vrai sujet de formation, d'accompagnement et aussi de législation qui est aujourd'hui compliqué dans ce monde numérique. Merci. Peut-être que vous aurez des questions, c'est bientôt à vous, mais je vais poser pas tout à fait la même question, mais à peu près à deux interlocuteurs. Geneviève, est-ce qu'on n'est pas en manque de compétences dans une collectivité comme la tienne ? Alors, manque de compétences, oui. Pour faire face aux défis, je parle. Tout à fait. Ah oui. Alors, pour vous citer quelques chiffres, Trifil, c'est 300 agents, 50 sites, 7 personnes à l'informatique. Voilà. Donc, oui, des compétences, il en manque.
D'autant plus que le secteur public a de grosses difficultés pour s'aligner sur les salaires du privé. Hein, ça, il faut bien l'évoquer. Voilà. Ce n'est pas dans le public qu'on va faire fortune. Et puis, oui, des compétences, il en manque. Donc, oui, on a tendance à vouloir se tourner vers l'IA pour venir compenser. Donc, effectivement, un SOC, c'est génial. Mais la mise en place d'un SOC, pour y aller, on a parfois quelques réticences ou quelques inquiétudes. Donc, les premières réticences, ça va être le coût. Parce qu'une petite collectivité, elle a un petit budget. Voilà. Et le SOC, ça a un coût par mois. Venir faire comprendre à nos dirigeants que autant il va mettre énormément d'argent pour venir mettre une protection incendie sur, alors je vais parler concrètement pour nous, mais une protection incendie pour un centre de tri, c'est obligatoire parce que des déchets, ça peut prendre feu à tout moment. Mais venir lui expliquer en fait qu'il faut un SOC parce qu'il faut une protection aussi de chaque action sur notre SI à tout moment, de jour comme de nuit, c'est un peu plus difficile à faire comprendre. Et encore, nous, on a de la chance, c'est qu'on a des dirigeants qui sont très compréhensifs, d'autant plus depuis l'attaque. Voilà. Merci. Alors, je vais poser à peu près la même question à Marc Smulman, puisque la région, j'imagine que vous n'êtes pas que 7 à la DSI. On sait, toi, à la fois ton engagement sur la question numérique. Quelles sont les perspectives que la région met en place pour justement faire face à ces défis-là pour une collectivité? Il y a 3 ans, sous l'impulsion de la présidente Carole Delga, on a créé CyberRock, que j'ai l'honneur de présider. CyberRock, c'est à la fois un centre de réponse à incidents à destination des entreprises, des collectivités, des associations. C'est un numéro à retenir, le 0800 71 13 13. Et si vous êtes victime d'une cyberattaque, vous pouvez nous appeler 0800 71 13 13. C'est pour ceux qui avaient pas... Un numéro qu'on va retenir. Voilà. J'ai décidé de le sortir à chacune de mes interventions. Donc à la fin, vous le connaîtrez aussi par cœur, rassurez-vous, à la fin de cette semaine à la Bélé. Donc ça, c'est la première action qu'on a menée. La deuxième action qu'on mène, c'est de la sensibilisation. C'est d'aller porter le bâton, entre guillemets, de la bonne parole cyber partout où c'est nécessaire. Et partout où c'est nécessaire, ça passe par des conventions avec la CCI, comme j'ai pu le plaisir d'en signer la semaine dernière. C'est d'aller parler à des entreprises qui ont été attaquées, parler à des entreprises qui pensent qu'elles ne seront jamais attaquées parce qu'elles sont trop petites. Or, in fine, c'est les entreprises les plus petites ou les collectivités les plus petites qui sont les plus intéressantes pour les pirates informatiques. Parce que personne ne va, à part des très très grands groupes, personne ne va s'amuser à aller jouer chez vous, à attaquer Orange Cyber. Par contre, la petite collectivité, on peut être sûr qu'elle va être attaquée. Donc ça, aller porter la porte-parole, sensibiliser, et surtout, la question budgétaire, pour moi, et moi c'est c'est le mantra que je répète sans cesse, c'est un faux problème. Un tiers du prix d'une autoroute ne sert à rien, ça s'appelle une bande d'arrêt d'urgence. Est-ce que ici, quelqu'un accepterait d'avoir une autoroute sans bande d'arrêt d'urgence? Concrètement, une bande d'arrêt d'urgence, c'est un mécanisme de sécurité qui ne sert à rien, ou ça vous sert une fois tous les 2000 ou 5000 km. Et pourtant, c'est un tiers du budget de l'autoroute. Ça ne pose de problème à personne. Le prix d'une voiture à 30 000 €, il y a 20 000 € de sécurité et d'obligation, de conformité sur des questions de sécurité. L'épaisseur du réservoir, la taille des roues et ainsi de suite. Est-ce que vous accepteriez de rouler dans une voiture qui serait effectivement à 5 000 €, et je ne parle pas de la petite Citroën, je parle d'une vraie voiture à 5 000 €, mais qui n'aurait aucune norme de sécurité? La réponse est non. Personne. Parce que en matière automobile, tout le monde a fait le choix de se dire ok, la sécurité, ça a un coût. Et quand je dis un tiers des autoroutes, c'est du prix de la sécurité, les gens ne voient pas de quoi je parle. Alors quand je dis c'est la bande d'arrêt d'urgence, ils disent ah oui. Et en matière de cybersécurité, en matière de SI, c'est la même chose. La question, ce n'est pas le coût de la cybersécurisation. La question centrale qui doit obséder les dirigeants d'entreprise, les élus des collectivités territoriales, les présidents d'associations, c'est combien ça coûte si pendant un an, vous êtes à l'arrêt. Et c'est ça, c'est un an de budget. Et encore, nous, à la région, par exemple, il y a des lycéens dans la salle ou pas, hein? Bon, mais les lycéens, si jamais la région se fait cyber-pirater, vous n'aurez pas de cantine. Je sens le psychodrame arriver, mais vous survivrez. Par contre, si c'est un service de néonatalité ou un cancéropole qui se fait pirater, là, on compte les morts. Et donc, la question qu'on peut se poser sur ces sujets-là, ou même sur nos sujets à nous, c'est à combien on imagine le coût d'un cancéropole qui est à l'arrêt pendant un an, ou le coût en vie humaine, hein, ou d'un centre de néonatalité qui est à l'arrêt pendant un an. Et une fois qu'on s'est dit ça, franchement, les solutions des experts cyber, que ce soit Orange Cyber ou les autres, pour ne pas les citer, peu importe, le coût paraît assez quand même dérisoire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tu devais me donner la parole. Non, mais vous avez raison. Tu as raison. Non, mais rapidement, ce que je voulais dire, en continuité de ce que notre collègue évoquait. Moi, je vais être un peu punk dans l'histoire, quand même, par rapport à
par rapport à l'organisation numérique dans les territoires. On a remis un rapport à Emmanuel Macron il y a 10 ans sur la gouvernance des politiques numériques dans les territoires. Ça a été, on avait dit, dans un territoire, dans le contexte et dans la perspective des enjeux de cybersécurité qui sont devant nous et de l'arrivée de l'IA, il faut absolument qu'on mutualise mieux l'organisation des stratégies numériques dans les territoires. C'est pas normal qu'on ait une DSI dans une collectivité, au sein d'une région, dans un département, c'est le même boulot au départ. Donc il faut qu'on pense, on mutualise, on rationalise l'organisation des DSI. Pourquoi ? Parce que ça a été évoqué tout à l'heure. On n'a pas l'argent pour payer des data scientists, on n'a pas la capacité à payer un SOC pour chaque modèle de service, parce que derrière, il faut des gens qui fassent la remédiation. C'est très, très complexe et c'est très, très coûteux. Et parfois, certains peuvent dire que ça ne sert à rien parce que ce n'est pas utile tout le temps. Dieu merci, ce n'est pas utile tout le temps, mais quand c'est utile, heureusement qu'on l'avait. Donc c'est absolument fondamental et je pense qu'il faut commencer par ça parce qu'il faut dégager des moyens qui vont être essentiels pour nous demain. Juste 2 mots là-dessus avant de laisser la place aux échanges, mais imaginez-vous quand même, dans l'histoire technologique de l'automatisation, on est une conjonction qui n'a jamais existé sur la puissance de calcul, l'arrivée de l'automatisation et la capacité aujourd'hui à créer des systèmes invasifs. Ça veut dire que quand je dis ça, on a aujourd'hui le quantique, vous avez entendu parler de ça, c'est un des rapports que je vais remettre dans quelques mois au gouvernement, sur la place du quantique aujourd'hui, notamment dans l'écriture des DSP, notamment énergie. Aujourd'hui, avec la puissance de calcul qu'on a et le développement de l'IA qui aujourd'hui, sachez-le, est bridé parce que les grands acteurs de l'IA dans le monde, qui sont les Américains, plutôt les Américains, un peu les Chinois, mais les Américains, brident leur IA pour l'entraîner au maximum. Et les tests, alors ChatGPT 4, 5, Gemini aujourd'hui a ressorti sa version. Mais aujourd'hui, on est au début de quelque chose. Et il me semble que dans les territoires, on a une forme de naïveté face à cette vague de lame de fond qui arrive devant nous. Vraiment. Et je crois que je ne parle pas des sujets qui touchent effectivement la fragilité de nos systèmes de sécurité. Je ne vous parlerai pas que dans 10 ans, le quantique va décrypter tout ce que vous avez crypté aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des choses dans 10 ans. Quand nous, on fait un marché public dans les collectivités, on parle de 3, 4 ans. Ça veut dire qu'on est presque déjà en retard si on n'a pas la sensibilisation sur ces questions aujourd'hui. Merci. Alors, je reviens aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que ces échanges donnent envie de... Non ? Ah, une question là-bas. Oui. Alors, je viens avec le micro pour qu'on puisse t'entendre depuis Buenos Aires. Bonjour à tous. Bon, merci du coup de l'opportunité de poser ces questions. Moi, je suis un élu dans une toute petite commune dans l'Aude, un peu perdue dans la montagne. C'est vrai que la question de cyber, malheureusement, j'ai la chance d'être un peu dans le numérique et du coup comprendre ce qui se passe, mais ne serait-ce qu'une pub un peu mal faite sur Google Chrome peut parfois faire tomber un système entier d'une commune. Donc je me demandais quelles sont les choses mises en place pour justement communiquer à ces petites communes qui n'ont pas forcément la connaissance, surtout perdues dans les montagnes et ce genre de choses. Et pareil, quelque chose par rapport à l'IA, qui est un domaine que je maîtrise un peu plus, je me demandais, il me semble qu'ici il y a le DROC, donc un supercalculateur qui permettrait justement de travailler sur l'intelligence artificielle peut-être plus locale. Ça peut aussi réfléchir donc à la côté gouvernance et souveraineté des données. Est-ce que l'Occitanie, par exemple, réfléchit à faire un modèle d'ici, parce qu'on sait qu'Albert c'est bien, mais Albert c'est loin d'être déployé complètement. Et je sais que dans nos petites communes, qui souffrent parfois de très peu de secrétaires, dans notre cas c'est une secrétaire, quelqu'un qui a bien voulu se dévouer, qui travaille à la poste pour venir à la moitié du temps à la mairie pour nous aider. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de souverain qui respecte aussi la gouvernance et qui peut, dans le coin, nous aider dans ce genre de situation ? Puisque c'est une question aussi que j'ai eue du CIADEN, qui ne comprend même pas les enjeux de l'intelligence artificielle alors qu'il représente le numérique. Donc c'était un peu vis-à-vis de tout ça. Alors, je vais me permettre de la question. La région Occitanie, on a voté un plan IA en juillet, 60 millions d'euros à destination sur 2 valeurs, qui sont centrées autour de 2 valeurs. La question de l'éthique, et ça a été dit, et l'importance de l'éthique, elle est centrale, et la question de la souveraineté. Effectivement, on a le DROC. Du côté de Montpellier, on a un supercalculateur qui s'appelle Adastra, qui est considéré comme le supercalculateur qui a la meilleure consommation énergétique, c'est-à-dire qui fait le plus d'opérations avec le minimum d'énergie en France, voire en Europe. Et en plus, là, ils vont faire une nouvelle version qui va être encore plus forte là-dessus, et qui est du niveau de Jean Zé, à peu près. Jean Zé étant la fierté nationale, le plus grand supercalculateur français. Donc, on s'intéresse à ces questions.
on est sur une logique d'IA souveraine et d'utilisation de l'IA souveraine et pas du tout d'aller acheter des licences à l'étranger d'utilisation de produits qu'on connaît tous. C'est facile, c'est juste un bon de commande à signer pour les élus, mais ça ne crée pas de richesse sur les territoires. Donc là-dessus, on est vraiment totalement aligné avec ce que vous avez dit. Sur la question de ce qu'on peut faire pour les petites communes, appelez Cyberrock, 0871 13 13, et on vous accompagnera. Alors justement, parce qu'il y a la réponse politique que vient d'apporter, mais vous êtes là aussi en tant que titulaire des marchés UGAP, que ce soit Orange ou Accenture. Comment ça se passe quand une collectivité, monsieur nous dit, voilà, comment vous pouvez m'aider? Alors donc effectivement, aujourd'hui, on est titulaire d'un contrat pour accompagner les collectivités, pour mettre en place toutes les règles de sécurité, comme je dis, j'aime bien dire sécurité by design. Ça, c'est le premier point. Donc vos référents, via nos référents locaux, vous pouvez accéder à ces prestations. Et pour revenir sur le sujet de l'IA et de l'IA souveraine, moi je pense à un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a des modèles, des LLM, enfin ils se font la course, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, on voit les classements, mais on a la chance en France d'avoir des LLM français, donc ça c'est Lighton, Mistral, et donc Orange Business, donc c'est l'entité qui gère justement les entreprises sur le territoire français. On a lancé une offre, enfin qui va être annoncée, je pense, courant octobre, où justement on va faire une IA souveraine en partenariat avec Lighton. Donc le LLM est souverain et elle sera hébergée dans un data center d'Orange, donc souverain. C'est important parce qu'aujourd'hui, moi je le vois, juste pour compléter, j'en profite parce que j'ai parlé beaucoup de l'IA offensive, c'est-à-dire l'IA des attaquants. Je ne veux pas qu'on sorte avec cette image en disant que l'IA n'est que à la main des attaquants. La bonne nouvelle, c'est que côté défense, donc l'IA défensive, on est dessus aussi. Moi, je prends l'exemple au niveau d'Orange Cyberdéfense où on travaille beaucoup là pour intégrer l'IA dans nos SOC. L'idée, c'est pas de remplacer ce mythe de dire on va remplacer les analystes cybersécurité, mais c'est plutôt de les augmenter. J'aime bien ce terme. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'IA. Aujourd'hui, ils font face à des menaces, on le voit, on en a parlé, qui sont de plus en plus nombreuses. On est face à une pénurie aussi. Je parlais avec des jeunes tout à l'heure de leur dire voilà, allez-y dans la cyber parce qu'il y a beaucoup de manque. Donc face à cette équation, on n'a pas beaucoup de solutions. Sauf que l'IA peut en apporter une. Dans le sens où elle peut aider les analystes en cybersécurité à traiter plus rapidement les tickets. Et donc, quelque part, gérer à la fois cette pénurie, cette augmentation des menaces. Donc l'IA, c'est important qu'on retienne ça. L'IA défensive est aussi là. Et moi, j'ai une conviction, c'est qu'on pourra combattre l'IA que par l'IA. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne pourra pas faire autrement. Et en plus, avec une IA souveraine, pourquoi? Parce que les données, aujourd'hui, pour que le modèle soit vraiment pertinent, il faudra utiliser vos jeux de données. C'est-à-dire que nous, quand on va utiliser l'IA dans nos SOC, on va utiliser des données, des tickets qui sont confidentiels. Donc si on les met dans les clouds américains, il y a un problème. Donc en ayant une IA souveraine, on peut utiliser les LLM tout en conservant sa confidentialité sur les données. Merci. Je rajouterai juste quelque chose concernant la cybersécurité. Il ne faut pas oublier que 70% des attaques proviennent de ce qui se trouve entre le clavier et la chaise. Donc là, on a à notre portée quelque chose qui est tout à fait faisable. C'est du temps, mais c'est tout à fait faisable. C'est la sensibilisation. C'est tous les jours. Donc sensibiliser au phishing, sensibiliser au risque de venir recevoir des fausses factures. Donc juste les bonnes règles. Voilà. Quand on reçoit un RIB, on ne l'utilise pas. Quand on doit rappeler quelqu'un, on ne rappelle pas avec le numéro qui est en bas du mail. Toutes ces règles-là, en fait, c'est déjà des règles de base qui peuvent être mises en place pour tout un chacun et même à titre perso. Bon, merci. Alors, je vais m'adresser aux représentants des 60 millions qui se trouvent entre le clavier et la chaise. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bon, alors, comme le temps va vite, qu'il ne reste plus longtemps, moi, je ne résiste pas, alors là, c'est parce qu'il faut bien aussi se faire plaisir, de demander à Marc une anecdote de cyberattaque. On s'est rencontrés il y a... Bon, on se connaît depuis longtemps, mais on s'est rencontrés dans un débat comme ça au Congrès des pompiers l'année dernière et il nous a raconté une somme d'anecdotes sur la réalité d'une cyberattaque. Et je laisse la parole et puis je laisserai un dernier mot à Kimoral après. Alors la dernière cyberattaque, on me l'a racontée, mais je la tiens de première main, je tiens à préciser. C'est pas des on-dit, elle est assez dingue. Et c'est justement pour montrer que c'est sur ce qui se trouve entre le clavier et la chaise, sur la manipulation de l'homme. Tout commence par une petite annonce pour de la voyance dans de la presse quotidienne régionale. Vous savez, dans la presse, vous avez des petites annonces. Et il y a Madame Irma, nanana. Et il y a un monsieur qui appelle Madame Irma et qui dit, voilà, je vais pas très bien, nanana, bon, ok. Et donc, elle tire les cartes. Et juste avant de raccrocher, elle lui dit, écoutez, je vois quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelez-moi dans 3 semaines. Il a laissé sa carte bleue, il a donné 100 €.
Avec son numéro de carte bleue, la fausse Madame Irma va faire une enquête sur lui, quelle est sa banque, essayer de trouver son nom et ainsi de suite. Et la personne, 3 semaines après, un rappel. Bonjour Monsieur Dupont, bonjour, c'est Monsieur Dupont, on m'avait dit de rappeler il y a 3 semaines. Oui, oui, je me souviens très très bien de vous. D'ailleurs, j'ai un peu affiné. D'ailleurs, vos 2 enfants vous ont abandonné, votre femme est partie avec votre meilleur ami, et ainsi de suite. Mais écoutez, j'ai tiré les cartes et vous allez avoir une opportunité. Cette opportunité, elle est unique. Tout le monde va vous dire de ne pas la saisir, mais si vous la saisissez, ça changera votre vie. Et là, le test s'arrête, donc il repaye 100 €, ça fait 200 €. 3 semaines après, notre Monsieur Dupont reçoit un coup de fil d'un certain Jean-Michel Chevalier, qui est banquier dans une banque suisse, qui, en partenariat avec la petite banque du Bled dans laquelle M. Dupont habite, propose une offre exclusive parce que voilà, il teste un nouveau produit. C'est un produit qui a une rentabilité de 10% en 6 mois. C'est colossal hein, pour les lycéens. Tout le monde rêve d'avoir 10% en 6 mois. Et M. Dupont, il se souvient de ce que Mme Irma lui a dit. Et donc, il va dire OK. Et notre banquier lui dit, écoutez, on va juste faire ça pour tester, vous allez mettre 1 000 €. Et lui, bon, il se dit, je vais quand même un peu m'en gratter. Donc, il dit, bon, allez, un peu plus, il y a les 2 000 €. Très bien. Au bout de 3 mois, il le rappelle et il dit, écoutez, monsieur, face au succès de notre produit financier, on est obligé de l'arrêter. Mais comme on ne veut pas s'embêter avec de la paperasse pour vous, avec vous, on vous a viré sur le compte 2 200 €, soit 10% de rentabilité en 3 mois. Là, c'est stratosphérique. Même Warren Buffett ne les fait pas. Il ne les fait pas tout le temps. Et donc, effectivement, sur le compte, il y a 2 200 €. Et il l'amène dans la conversation à lui dire, voilà, on a été obligé de relever les seuils. Et maintenant, c'est plus 2 000 €, c'est 100 000 €. Mais comme vous nous avez fait confiance dès le départ, vous pouvez ramener 100 000 € de façon composite. C'est-à-dire que vous pouvez aller prendre 10 000 € à votre meilleur pote, 50 000 € à votre grand-mère, 20 000 € à votre cousin. Et si vous ramenez 100 000 €, eh bien, on vous octroiera le droit d'avoir accès à ce produit financier. Notre Monsieur Dupont, il a été chauffé, il se dit c'est bon, c'est la fortune assurée. D'ailleurs, le plus souvent, il promet une rentabilité de l'ordre de 5% aux gens à qui il prend de l'argent en se disant qu'il va se faire 5% de marge sur eux. Donc, il ramène 100 000 €. Et pendant 6 mois, il lui renvoie des mails, et ainsi de suite. Puis, du jour au lendemain, ils arrêtent tout. Le gars, il est en panique. Et une semaine après, il y a Michel Steinberg, du cabinet AWT au barreau de New York, qui l'appelle et qui lui dit « Vous avez été en contact avec Monsieur Chevalier de la Banque Machin de Genève, oui, oui. Vous avez été victime d'une arnaque. Et il s'avère qu'au barreau de New York, si vous voulez porter plainte dans une action collective, il faut faire un dépôt. Et c'est une obligation légale. Donc, on va vous demander de remettre 20 000 € pour s'assurer que vous ayez le droit de saisir la justice. » Le mec regarde sur Internet, le site Internet existe. M. Steinberg, il existe vraiment, puis il ressemble vraiment à un avocat new-yorkais, un peu comme dans Suits, quoi. Donc, vraiment, il est comment il s'appelle Spector, Harvey Spector, voilà. C'est le mix entre Alicia Florrick et Harvey Spector, donc il est parfait. Et donc, notre Monsieur Dupont, il remet 20 000 € sur la table, sans le dire à ses petits camarades, bien sûr, puisqu'il a honte, il s'est fait voler, et ainsi de suite, en pensant qu'à la fin, il va récupérer l'argent. Et pendant 2-3 ans, il y envoie des mails régulièrement, traduits, enfin, pas traduits, donc en anglais, de renvois, de questions préjudicielles, de renvois sur intérêt, et ainsi de suite. Et au bout de 3 ans, une fois qu'ils en ont marre, ils plantent le truc, ils plantent le gars, et le gars, il se rend compte qu'en fait, la voyante, le banquier, l'avocat, c'était la même personne et qui s'est fait enfler, pardon de l'expression, 120 000 €, qu'il a volé les membres de sa famille pour cette personne-là, sans possibilité de quoi que ce soit, puisque les logs ont disparu dans la nature, l'écoulement naturel du temps ça a disparu, les fonds ils ont transité par des centaines de comptes, donc c'est fini, et il lui reste ses yeux pour pleurer, et dans le meilleur des cas, il va porter plainte qui sera portée sans suite. Et je sais que cette histoire vous paraît totalement dingue, mais elle m'a été racontée par quelqu'un qui s'est vanté de l'avoir fait. Voilà. Il va écrire un livre, Marc, sur toutes ces anecdotes-là. Il en a plein comme ça. Allez, on a dépassé le temps. Je propose, par politesse, de laisser le mot de la fin à Hakim Oral, qui nous vient du Nord. Hein. Voilà. Un petit mot, Hakim, pour terminer l'échange, et après on rendra à la salle. Allô. C'est bon, là? Ouais, vous m'entendez? Oui, non, mais j'ai pas grand-chose après avoir dit ça. Voilà. C'était haletant comme récit. Non, simplement, je suis un enfant du Nord, ça a été dit. Mais on a une chose qui nous lie le Nord à Toulouse, c'est le lien entre Roger Salengro et Jean Jaurès. Pour ceux qui ont cette histoire, l'éducation populaire. L'éducation populaire, elle nous apprend une chose.
c'est d'enseigner aux autres et s'enseigner à soi-même pour s'émanciper des freins et des fers que la société peut nous amener. Société de consommation, cette envie de toujours avoir plus, le dernier iPhone 16 Pro qui arrive là, ou qui est arrivé. Voilà, ça c'est pas possible. Dans le monde de l'IA, où le numérique, la technologie, l'innovation va s'accélérer, plus que jamais, il faut considérer que l'IA doit être un progrès. Le progrès, c'est d'abord que notre société fonctionne tout ensemble vers un dessin qui est celui des valeurs qu'on défend autour de la table. Les valeurs, on l'a évoqué, de liberté individuelle, de dignité, de promotion des individus face à ce monde un peu consumériste. Et ça, c'est absolument fondamental. Et quand je dis ça, c'est pas un vieux pieu. Je pense que c'est à tout à chacun, j'aime bien les éléments entre le clavier et la chaise, c'est à tout à chacun de porter des valeurs d'IA de ce type. Parce que c'est très politique en réalité, l'arrivée de l'IA dans nos sociétés. C'est soit on prend une IA à l'américaine ou à la chinoise qu'on connaît, qui est invasive, où on est le produit, soit on va comprendre qu'il faut prendre des IA souveraines qui nous permettent de renforcer ce que sont les valeurs que nous défendons dans nos sociétés. Et ça nous appartient, et ça appartient aux jeunes qui sont là, d'embarquer des IA qui ont les valeurs qu'ils ont envie de porter dans leur société. Merci Hakim Oral, merci à vous 5.